bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour Politique et Écho. Alors, le choc aura-t-il lieu entre Donald Trump et Xi Jinping ? 3 semaines après l'investiture du président américain, comment Ursula von der Leyen et Christine Lagarde vont-elles faire face à sa guerre commerciale ? Comment les BRICS Plus vont-ils gérer l'accélération de la démondialisation ? Pour en parler, nous accueillons Philippe Murer. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, merci pour l'invitation. Philippe Murer, vous êtes économiste, cofondateur du mouvement politique citoyen. Vos 2 derniers ouvrages, Comment réaliser la transition écologique, un défi passionnant, et sortir du capitalisme du désastre. J'en profite pour informer nos téléspectateurs que vous organisez une conférence le samedi 8 février de 9h à 18h au centre Vincentien, 97 rue de Sèvres, Paris 6, excusez-moi. Exactement. Avec entre autres Henri Guénaud, Jean-Frédéric Poisson, Thierry Mariani, Christian Perronne et Étienne Chouard. Avant de commencer cet entretien, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur le pouce en l'air, partager cet entretien, le commenter, évidemment vous abonner à la chaîne TVL. Vous vouliez ajouter un mot, Philippe ? Oui, c'est une conférence débat, il y aura de très beaux débats, comme Jean-Frédéric Poisson avec Henri Guénaud sur le modèle social français. Quel modèle social au XXIe siècle ? Étienne Chouard sur la crise institutionnelle, avec une universitaire qui aura un langage différent, Christian Perronne sur la médecine. Donc il y aura de très beaux débats. Et donc voilà, c'est le mouvement politique citoyen qui l'organise en coopération avec IDNF, qui est la scission de Place d'Armes, qui organise des conférences depuis longtemps. Je pense que ça va être un beau moment. Ce qui va nous occuper ensemble, évidemment, c'est les conséquences de l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, un président américain qui, on l'a vu, embrasse le phénomène de démondialisation qui avait déjà été lancé il y a quelques années par les BRICS+. Quelles vont en être les principales conséquences pour l'économie mondiale ? Est-ce que vous pouvez nous dresser un tableau général ? Le tableau général, c'est qu'en fait, on va passer d'une mondialisation économique, un phénomène qui a duré 45 ans, à un phénomène de démondialisation. Donc il y aura évidemment quelques petites turbulences. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette mondialisation économique, pendant 45 ans, qu'est-ce qu'elle a créé ? Elle a créé une perte de richesse, un appauvrissement en Occident, puisque la croissance est passée de 4% à 1% par an, avec des classes moyennes et populaires qui ont du mal. Une explosion. Vous parlez de l'Europe, là ? De l'Europe et des États-Unis aussi. Les États-Unis, les classes populaires et moyennes s'en tirent très, très mal. C'est-à-dire qu'il y a les classes, les 10% des Américains, les plus riches, qui gagnent 10 000 euros par mois, 10 000 $ par mois, donc eux s'en sortent. Mais le reste n'arrive pas à s'en sortir. Avec l'inflation, l'écrasement des salaires. Chèque alimentaire, par exemple, je vous donne un exemple, avec Biden, il y a eu 4 millions d'emplois créés, à peu près, et en fait, tous les emplois sont allés principalement, enfin, ils sont même allés tous vers les migrants. Et il y a eu 0 emploi, voire une perte d'emploi pour les Américains natifs. Et avec des salaires qui sont plutôt écrasés et les prix qui ont énormément monté. Donc ils ne s'en sortent pas non plus, les Américains. Ils s'en sortent de moins en moins bien, comme les Européens. Donc, écoutez, et puis... En plus, c'était la mondialisation, ça a empêché le choix du politique. C'était les contraintes extérieures, on ne peut pas parce que nous sommes en concurrence, etc. Donc en fait, c'est quand même une excellente nouvelle qu'il y ait une démondialisation économique qui accélère. Vous l'avez très justement dit, elle a commencé avant, avec les BRICS, mais aussi avec Donald Trump, qui l'avait commencé dès 2018, et ça s'est poursuivi. Et donc ça sera, je pense, le phénomène inverse. Au lieu d'être ça sera des moteurs économiques plutôt nationaux, des pays où les inégalités vont reculer, où la croissance va augmenter, notamment en Occident. Donc c'est une excellente chose. D'ailleurs, l'Asie et la Chine, qui ne sont jamais rentrés complètement dans la mondialisation, elles l'ont instrumentalisé à leur avantage, c'est les pays qui s'en sont le mieux sortis. En fait, ils ont essayé d'exporter au maximum, en subventionnant leurs entreprises avec des grands plans, mais ils ont mis des barrières à l'importation. Donc, les Européens, très clairement, ont été les cocus de l'histoire, le peuple américain aussi. Donc, Trump veut revenir aux nations, c'est une excellente chose. Les BRICS, c'est aussi des nations, ils veulent un monde multipolaire de nations libres et souveraines. Franchement, c'est quand même une très bonne chose pour la France. Maintenant, à la France de pouvoir s'insérer dans le nouveau jeu mondial de démondialisation économique, c'est ça qui est important. Oui, les Chinois ont réussi à rentrer dans l'OMC, je crois que c'était en 2001, utiliser les règles de la mondialisation pour finalement les retourner contre elles. Exactement, en ayant quand même un régime avec des droits de douane qui étaient plus forts du côté chinois que du côté des importations chinoises que du côté des exportations, alors même que c'est un pays à bas salaire. Et puis effectivement, en utilisant toutes les règles du capitalisme d'État et d'un État très puissant avec 1,5 milliard d'habitants
pour aller tailler des croupières à tous les autres pays. D'ailleurs, si on dit que les États-Unis sont un empire dangereux, il y a beaucoup de gens qui disent ça. Effectivement, ils ont fait beaucoup de guerres. On le sait depuis 1945, des guerres offensives, des guerres qui servaient à rien, des guerres inutiles. En fait, la Chine, voilà, ce ne sont pas non plus des gentils garçons. Je veux dire, ça fait quand même 40 ans. Que font-ils? Ils utilisent la mondialisation à leur avantage, mais surtout, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont 1000 milliards de dollars d'excédent commercial. C'est-à-dire qu'ils piquent sur toute la planète la croissance, ils absorbent l'industrie de toute la planète, ils empêchent les autres de vivre. Voilà. Alors certes, ils ont le droit de faire ça, mais c'est un intérêt un peu chauvin quand même, et il faut se défendre face à ces gens-là, parce que si les États-Unis sont un empire qui a joué sur le militaire et le technologique, les États-Unis sont un empire qui joue sur sa puissance économique et technologique maintenant, et qui ne fera de cadeau à personne. Alors évidemment, la Chine est en pleine montée en puissance, même si on peut constater un ralentissement de leur croissance. On voit avec Donald Trump les promesses d'un redressement économique, d'un repli un petit peu sur soi, il faut quand même le dire, avec ce protectionnisme. Donc ces deux puissances vont un peu se disputer le rôle de maître du monde. Est-ce que la Chine est aujourd'hui réellement l'ennemi économique déclaré des États-Unis? Je pense que c'est pas si simple que ça. C'est vrai que Trump veut défendre la nation américaine, les Chinois, la nation chinoise. La Chine est effectivement le grand concurrent des États-Unis, très clairement pour le leadership mondial. Et les Américains ne veulent pas se laisser faire. D'ailleurs, le fait que le secrétaire d'État de Trump, Marco Rubio, est un faucon anti-Chine, ça montre bien l'intérêt de Trump. Cependant, ça ne va pas être une guerre commerciale déclarée, ça va être en fait une course pour être le plus puissant des deux. Il y a une course entre les deux. Si je me permets, on peut prendre 2 secondes pour regarder la force et faiblesse des deux acteurs. En fait, les États-Unis sont une puissance, certes dominante, mais déclinante, relativement. Une puissance industrielle plus faible que les Chinois et une puissance qui est principalement basée sur l'immatériel. Le dollar, la culture américaine qui se propage facilement, l'Internet. Voilà, c'est plutôt cela. Avec une industrie plus petite que les Chinois, ils sont numéro 1 pour la consommation, mais eux ont 800 milliards de déficit commercial. Et alors, chose très importante, qui sera une des clés d'ailleurs de ce siècle, du XXIe siècle, c'est le taux de natalité qui baisse. Le taux de fécondité aux États-Unis, il est passé de 2 il y a 15 ans à 1,6. Donc comme les Américains, ceux dont on parlait, n'arrivent plus à s'en sortir économiquement, c'est aussi la classe moyenne, c'est aussi multifactoriel bien sûr, ils font de moins en moins d'enfants, ils ne renouvellent pas les générations. La Chine, de l'autre côté, c'est la première puissance industrielle mondiale. Son industrie est plus puissante que celle des États-Unis. Elle est très forte pour la production. Par contre, sa croissance est en train de s'enrayer, très clairement. Elle est en train de s'enrayer parce qu'elle tenait sur une bulle immobilière gigantesque. Les prix à Pékin, Shanghai étaient complètement déconnectés, très au-dessus de Paris et des capitales. Evergrande se pète la gueule. Aux États-Unis, le groupe chinois. Ouais, exactement, le groupe chinois, le plus grand promoteur, avec 300 milliards de dollars de bilan, si je ne me trompe pas. Et donc, on voit qu'on a ce problème de bulle qui dégonfle doucement, mais qui est en train de peser sur l'économie chinoise. On a en même temps, en fait, un plongeon démographique qui est gigantesque en Chine. C'est-à-dire qu'ils ont, en fait, la politique de l'enfant unique, elle s'est terminée en 2015. Donc, ça fait 10 ans. Le Parti communiste chinois essaye d'encourager depuis les naissances. Il n'y arrive pas. Et en fait, au contraire, le taux de fécondité des Chinois baisse. On est à 1,05 enfants par femme. Donc, il manque la moitié des enfants. Plus les gens s'enrichissent, moins ils veulent faire de gosses. Alors, c'est plus compliqué. Il y a une forme de déprime en Chine. Parce que la mondialisation, en fait, elle a été très, très violente. Il y a eu quelque chose de très violent dans le phénomène de la mondialisation. Et dans des pays aussi comme la Chine, par rapport à leur population, il y a une forme de déprime de la jeunesse en Chine. Les 2 mots préférés, c'est coucher à plat et laisser pourrir chez une partie de la jeunesse chinoise. C'est quoi coucher à plat? Coucher à plat, c'est-à-dire rester couché. C'est un mot chinois qu'on peut traduire comme ça, en fait. Ils veulent pas aller dans l'industrie, ils trouvent pas leur place dans le monde du travail. En fait, c'est un peu comme en France, en caricaturant. Ils n'arrivent pas à acheter de biens immobiliers et donc à se marier parce que les biens immobiliers sont absolument hors de prix comme en France. Et donc, il y a une déprime, ils font pas d'enfants. Mais il faut en voir les conséquences, elles sont gigantesques parce que ils vont perdre 40%. D'ici 2025, la Chine va perdre 40% de sa population en âge de travailler entre 20 ans et 60 ans. Ce qui veut dire que des forces vives de la nation. Donc moi, ce que je pense sur cet affrontement entre les 2 plus grandes puissances, c'est que avec son problème démographique, la Chine ne pourra pas être l'hégémone mondiale, l'empire qui domine le monde, et les États-Unis ne peuvent plus être l'empire qui domine le monde. Donc on va avoir un façonnage d'un monde multipolaire après.
priori, petit à petit, c'est plutôt ça que je vois. Bon, je ne suis pas un médium, il peut se passer énormément de choses, mais c'est plutôt ça qu'il me semble la clé. Alors, on a entendu Philippe Murer, Donald Trump, pendant sa campagne, promettre des droits de douane sur les importations chinoises à hauteur de 60%. Il a finalement rétropédalé, c'était lors du forum de Davos. Il était en vidéoconférence, il a dit voilà, moi en fait je veux de l'équité, on va finalement éventuellement passer à 10% à partir du 1er février. Pourquoi le rapport de force est en train de se rééquilibrer ? Alors, je ne suis pas sûr que ce soit ça, c'est que Trump il dit beaucoup de choses aussi. Hein. Oui, Vous êtes d'accord avec moi? Il lance des pistes. Il lance des pistes, ouais. Il lance du bluff, c'est un grand négociateur, donc il lance beaucoup de choses. Ce que je pense, l'intérêt de Trump, après, est-ce qu'il agit de façon parfaitement rationnelle? Je ne sais pas, on va le supposer. L'intérêt de Trump, c'est de démondialiser progressivement, de rapatrier doucement la production. Si vous faites 60% de droits de douane demain, c'est une très très mauvaise idée. Moi, je soutiens le protectionnisme depuis 15 ans. J'ai toujours pensé que ça se faisait progressivement. Vous les augmentez de 5-10%, puis vous dites dans 2 ans, ça augmentera de 10%. Comme ça, votre production est rapatriée aux États-Unis ou en France. Petit à petit, les salaires augmentent et donc vous absorbez parfaitement cette différence, le fait de passer de la mondialisation à la démondialisation, en rapatriant progressivement votre production. Je pense que c'est ça la logique de Trump. D'ailleurs, comme vous le dites très bien, il a un peu tendu la main aux Chinois en disant qu'il veut un équilibre. Mais Trump a tout à fait raison. En fait, la Chine, elle taille des croupières à tout le monde et c'est un parasite dans la mondialisation. Il joue le rôle de passager clandestin. On voit aussi comment la Chine exporte son fentanyl, une drogue extrêmement puissante, vers les États-Unis avec les dégâts que cela fait dans la société américaine. Ça, c'est clair. Est-ce que c'est voulu, pas voulu? Est-ce qu'ils contrôlent pas? Alors ça, je ne maîtrise pas, franchement, la chose. Je ne connais pas ces réseaux et ces problématiques. Je sais que ça existe. Mais de toute manière, ils exportent dans le monde entier en tuant l'industrie. Donc, ce que dit Trump, finalement, il dit quoi? Moi, je veux juste le rééquilibrage. C'est-à-dire que j'avais 400 milliards de dollars de déficit avec la Chine. Avec les droits de douane, on est passé à 300. Maintenant, je veux qu'on vienne à 0. C'est assez intelligent, parce qu'en fait, il n'est pas dans l'agressivité en faisant ça. Il dit, ça me paraît logique qu'on soit en équilibre commercial et que chaque pays puisse vivre notre industrie comme l'industrie chinoise. Je pense que c'est ce qu'il veut faire. Et donc, des droits de douane qui vont progressivement monter. Et c'est la bonne chose. C'est ce que nous devrons faire, nous aussi, en France. Hein. C'est exactement la même chose. Démondialiser progressivement, rapatrier progressivement la production, plutôt que de faire quelque chose de complètement radical et qui crée des chocs. Est-ce que l'arrivée de Donald Trump va inciter les entrepreneurs américains à l'étranger à revenir à la maison mère, à revenir aux États-Unis? Ils en ont tout intérêt parce que ce que dit Trump, c'est la voie à suivre pour les 4 ans à venir et probablement plus, puisque les démocrates étant au tapis, si les républicains gèrent bien, ils vont rester au moins 8 ans au pouvoir, peut-être 12 ans même. Au moins 8 ans. Donc, ils envoient comme signal qu'ils vont augmenter progressivement les droits de douane. Donc les producteurs américains ont tout intérêt à revenir aux États-Unis. Attention, il y a une chose très importante, c'est-à-dire qu'il faut augmenter les droits de douane avec la Chine pour les États-Unis, mais avec d'autres pays comme le Mexique. Sinon, les productions vont juste se déplacer de la Chine vers le Mexique, tout simplement, dont les salaires sont plus bas. Donc il faut qu'il augmente de façon intelligente avec le monde entier, petit à petit, ses droits de douane, et la production reviendra tranquillement. Les industriels ont tout intérêt. Puis en plus, il a mis des taux d'imposition pour ceux qui produiront aux États-Unis de 15% sur le résultat net, ce qui est ridicule, hein, ce qui est quasiment du domaine du... Ça, c'est les impôts sur les entreprises. Sur les entreprises. On va passer, je crois, de 21 à 15. Oui. Et Trump a annoncé l'éventuelle suppression de l'impôt sur le revenu. Oui, bon, un petit peu excessif, mais bon, c'est des effets d'annonce. Création en 1913. C'est ça, mais bon, il veut insuffler de l'optimisme et il le fait par ce biais-là. Mais en tout cas, les chefs d'entreprise américains auront tout intérêt à revenir très clairement. Les armes de la Chine pour faire face à la guerre commerciale américaine, c'est quoi aujourd'hui? Alors, les armes de la Chine, en fait, c'est de 2 ordres. Le premier arme, c'est la population, la taille de la population, même si elle est déclinante. On a 1 500 000 personnes. Et en fait, c'est 1 500 000 personnes, il y a beaucoup d'ingénieurs. Donc, ils ont une grosse population d'ingénieurs. Et d'ailleurs, ils commencent à déposer beaucoup de brevets, à innover. Donc ça, c'est une arme. L'autre arme, c'est leur puissance industrielle, mais qui peut se retourner contre eux s'ils gèrent mal la décroissance que ça va impliquer. Donc ça fait partie de leurs armes. L'autre arme, c'est leur avance technologique dans certains domaines. Voitures électriques, batteries, donc ils ont des choses intéressantes. Et ils ont aussi des faiblesses. Donc les deux pays ont des forces et des faiblesses. C'est très difficile de savoir
Et puis, maîtrise des minerais critiques. Et oui, ils produisent 70% des minerais critiques. Voilà, où ils raffinent aussi énormément de minerais dans le monde, donc ils ont une vraie maîtrise sur les matières premières. En fait, les Européens et les Américains s'en sont désintéressés pendant tout un moment et la Chine en a profité. Après, le mouvement commence à s'inverser un peu depuis une dizaine d'années. En fait, les Américains et les Européens ont compris qu'il fallait quand même maîtriser des minerais critiques pour leur industrie. Vous évoquiez tout à l'heure la figure de Marco Rubio, c'est le nouveau chef de la diplomatie américaine. Il a joint son homologue chinois, c'était le 24 janvier, pour lui exprimer son inquiétude quant à un rattachement de Taïwan à Pékin. Est-ce qu'on peut imaginer un réchauffement de ce conflit jusqu'à la guerre chaude, la guerre militaire? Alors, la Chine est plutôt un empire qui pense à long terme. Est-ce que c'est l'intérêt rationnel de Xi Jinping d'aller faire la guerre demain à Taïwan? Je ne pense pas. Ça serait pas bon pour l'image de la Chine dans le monde. Oh, mais enfin, l'image de la Chine, il faudrait savoir si les Américains auraient intérêt à se mêler de cette histoire si la Chine passait à l'action. C'est clair. Les Américains, ils ont intérêt parce qu'ils dépendent beaucoup de Taïwan. Mais effectivement, c'est extrêmement risqué pour eux parce qu'ils seraient à 5000 km de chez eux alors que les Chinois seraient à 50 km de leur côte. Écoutez, personne n'a intérêt à cette guerre, très clairement. Les Chinois n'ont pas intérêt pour l'instant. Ils peuvent se dire qu'à long terme, moyen terme, à 20 ans, ils récupéreront Taïwan qui est de plus en plus dépendant de la Chine, très clairement. Il y a une seule chose, donc on peut penser que les deux présidents ont assez de droits de doigté pour éviter l'affrontement. Il y a une chose qui pourrait mal se passer, moi, ce que je vois, c'est, imaginons que les problèmes économiques et sociaux de la Chine continue à augmenter. Parce que là, ça va pas bien en Chine. Il y a très peu de croissance, il y a ce plongeon démographique, la baisse de la population, ce problème immobilier, il n'y a plus beaucoup de croissance. Imaginons que ça plonge avec les droits de douane de Trump et tout un ensemble de choses qui se passent dans le paysage économique. Et qu'il y a un problème économique et social très grave en Chine et qu'il y a une colère du peuple chinois. À ce moment-là, en fait, il y a un risque, effectivement, que Xi Jinping, rationnellement, se dise la colère du peuple chinois, elle est à l'intérieur contre le système, contre le Parti communiste chinois, je vais la repousser à l'extérieur en faisant une guerre contre Taïwan. Et pointer du doigt les États-Unis et jouer tout un jeu nationaliste dangereux. Ça, c'est une possibilité. Donc, chacun des participants doit jouer avec doigté pour éviter l'affrontement. Parce que l'affrontement Chine-États-Unis, deux puissances nucléaires, ce serait absolument catastrophique pour le monde. Alors, on a aussi entendu parler de ce plan d'investissement dans l'intelligence artificielle lancé par Donald Trump sur 4 ans avec 500 milliards de dollars d'investissement, 100 000 emplois promis par le président américain. Qu'est-ce qu'il faut penser de ce plan sur l'intelligence artificielle au regard de ce qui se passe en Europe ? Alors, première chose, qu'est-ce qu'il faut se penser? D'abord par rapport aux États-Unis. Les États-Unis font la course en tête sur l'intelligence artificielle. Ils ont utilisé leur bourse, le Nasdaq, pour financer à fond cela, avec les géants de la tech qui financent pour 150 milliards de dollars par an. Donc Trump fait un effet d'annonce, parce que tout ça n'est pas très préparé, mais un effet d'annonce en disant on va mettre le paquet, le gouvernement américain va aider, un peu comme quand il y a eu le démarrage d'Internet en 95, parce que la course à l'IA, nous voulons la faire en tête, parce que c'est aussi la clé par rapport à la Chine pour dominer le monde dans leur tête. Donc ça, c'est ce qui se passe et ils veulent conserver leur avance. Problème, on a vu l'émergence, vous l'avez vu aussi, je pense Pierre, l'émergence de DeepSeek. En Chine. Le nouvel outil qui concurrence ChatGPT. Exactement. Un outil qui concurrence les gros modèles de ChatGPT, qui aurait été créé avec 50 fois moins de fonds que ChatGPT, donc très peu cher. C'est ça. Et qui a des résultats aussi bons. Ça, c'est les Américains qui disent que les résultats sont tout à fait équivalents. Donc la question, c'est... Est-ce que c'est vrai qu'il y a très peu de puces derrière et que tout ça est d'une efficacité totale? Je n'en sais rien. En tout cas, ça montre que les Chinois sont capables de progresser et font la course sur l'IA. Alors l'Union européenne, je réponds maintenant à votre question, là, dans ce jeu-là, elle est complètement distancée. De toute manière, l'Union européenne, tous les chantiers qu'elle a pris en main, je veux dire, elle les a perdus. Vous voyez, la France avait développé Ariane, l'Union européenne est en train de perdre Ariane. Comme fusée qui domine le marché spatial. Elon Musk va beaucoup plus vite, avec moins d'argent. Exactement, alors que la France avait réussi à concurrencer les Américains et à dépasser les Américains toute seule dans les années 70 en s'adjoignant l'aide de l'Allemagne minoritaire.
Tout ce que prend l'Union européenne en main, de toute façon, elle en fait une chose assez catastrophique. Donc c'est très inquiétant, parce que l'Union européenne, à part inventer le bouchon en plastique sur la bouteille, collé sur la bouteille, on ne voit pas trop ce qu'elle fait en termes d'innovation. Et c'est une blague à la mode dans les réseaux sociaux, et ce n'est pas pour rien, parce que c'est effectivement ce qu'on voit. Donc on est une colonie numérique américaine. L'Union européenne a décidé d'être une colonie numérique américaine. Ces gens sont totalement irresponsables. On avait Dailymotion, qui était le YouTube mondial à l'époque. Dailymotion, français, par des ingénieurs français, start-up françaises, était le numéro 1 mondial, et dans un marché qui était promis un avenir gigantesque, ce qui est devenu YouTube. Qu'est-ce qui s'est passé ? Google, avec tout l'argent de son moteur de recherche, a commencé à investir face à Dailymotion. Ils ont monté YouTube, ils ont mis des milliards. L'Union européenne a considéré que non, la concurrence libre est donc faussée, on ne va pas protéger Dailymotion. On aurait pu avoir un champion européen qui était d'origine française, Dailymotion, pour tout ce qui est de vidéo. Eh bien, on a été rasé par les Américains. Vous voyez, et ça s'est passé comme ça dans tous les domaines. Alors que les Chinois et les Russes ont été intelligents. Ils ont protégé leurs champions nationaux des États-Unis, et eux, ils ont des champions de l'Internet, quoi. Alors que l'Europe n'en a aucun. On a des génies, mais on n'est jamais capable de foutre un sou. C'est pas l'histoire de la France, c'est vraiment l'histoire de l'Union européenne. Parce qu'en fait, la France l'aurait protégé. La France gaulliste, elle l'aurait protégé. Et puis, il vaut mieux avoir quelque chose de français, etc., où on aurait pu faire des deals avec les autres, que d'avoir quelque chose d'américain. Mais l'Union européenne ne protège rien, parce qu'elle est dans la religion de la mondialisation économique. Et il suffit de la concurrence mondiale et de s'ouvrir au monde entier, et en fait, on va devenir riche et en paix. En fait, on voit qu'on est en train de devenir pauvre et en guerre. Donc il y a un petit problème sur le sujet. Mais je voulais dire une petite chose sur l'intelligence artificielle, parce qu'il y a une course en avant complètement folle. Mais il y a une question quand même importante à se poser. Je ne dis pas qu'il ne faut pas la développer, hein. Je dis qu'il faut quand même se poser des questions. C'est-à-dire que si l'intelligence artificielle est là pour remplacer les hommes, elle est capable de faire pratiquement les boulots. On voit des boulots d'avocats, des travails de col blanc, et des travails d'employés, de simples employés. Donc que vont devenir les hommes ? C'est-à-dire, si on laisse l'intelligence artificielle envahir tous les secteurs, d'accord ? Parce que les gens nous disent, oui, mais nous sommes l'avenir, nous allons faire ça. Quel avenir on trace à ça ? Ça veut dire que les hommes, ils vont plus pouvoir travailler, ils apporteront quasiment rien, il y en aura beaucoup moins qui travailleront, très peu. On va leur verser un salaire universel pour qu'ils restent à la maison, un RSA amélioré. Et il n'y a rien de mieux pour tuer un homme que de le payer à ne rien faire. Et ne parlons pas du fait que vous serez appelé par des SFR et des Bouygues, et vous ne saurez même plus si c'est une machine qui vous parle ou un humain. Vous voyez, la déréglementation totale, ça produit ça, et ça pourra tuer l'humanité. Franchement, c'est un sujet hyper sérieux. D'ailleurs, les grands de la tech, comme Elon Musk, en ont parlé. Il faut se poser la question. Moi, je dis oui à l'IA dans l'industrie, l'IA dans les services pour appeler les gens chez eux pour faire d'autres choses. Je dis attention, on risque la fin de l'humanité sur ça. Très clairement. Et je suis sérieux. C'est vraiment très très dangereux. Donc il faut le faire intelligemment. Ouais. On accuse beaucoup Donald Trump, c'est en tout cas le cas à Bruxelles, de lancer cette guerre économique contre l'Europe. Mais comment se sont comportés ses prédécesseurs ? La guerre commerciale contre l'Union européenne, c'est nouveau ? Non. D'ailleurs, les Américains ont fait une énorme erreur d'abuser de leur puissance dans les années 2010 avec l'extraterritorialité du droit américain. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé le fait que tout le monde utilise le dollar au niveau mondial. Donc, quand il y a une affaire de corruption, parce que malheureusement, quand vous commercez avec certains pays, il y a pratiquement obligatoirement de la corruption où il ne faut pas commercer. Il y a toujours un intermédiaire qui se sert. Sinon, vous n'avez pas le marché. Donc, il y a eu des affaires de corruption. Il y a eu BNP, par exemple, qui a été pris dans une affaire avec le Soudan, qui n'avait rien à voir avec les États-Unis. Comme c'était en dollars, 10 milliards de dollars d'amende pour BNP. BNP, heureusement, était très bien géré et a bien géré cette crise. Mais c'est gigantesque, 10 milliards de dollars. Et parce que BNP faisait de l'ombre à ses concurrents américains. Deuxième cas que vous connaissez très bien, vous en avez parlé sur TV Liberté, c'est Alstom. Alstom, pour une affaire de chaudière en Indonésie, donc de centrale électrique en Indonésie. Avec Frédéric Pierucci. Ouais, Frédéric Pierucci, que vous connaissez comme moi, je pense, en fait, qui était le numéro 3 d'Alstom. Il a passé 2 ans, si je ne me trompe pas, en prison de haute sécurité aux États-Unis. Il a croupi en prison. Et c'est pour ça, c'est en faisant pression de cette manière-là, on a vendu Alstom, que le patron d'Alstom, Patrick Cron, a eu peur. Et qu'il a vendu Alstom à General Electric, et c'est comme ça qu'on a perdu la maîtrise du savoir-faire sur le nucléaire. On a a priori un peu récupéré, parce que General Electric, il y a eu des déboires. Mais c'est comme ça que donc les Américains jouent sur le dollar pour utiliser leurs droits et ensuite faire de la prédation sur le monde entier. C'est très peu intelligent ce qu'ils ont fait. Parce que c'est ça qui donne envie, en fait, aux BRICS aujourd'hui de ne plus utiliser le dollar comme monnaie mondiale.
Mitterrand en parlait déjà avec Georges-Marc Benamou à la fin de son mandat en évoquant cette guerre avec les États-Unis. Les Français ne le savent pas, mais il existe une guerre, les Américains sont féroces. C'est quand même un phénomène très ancien, quoi. Très amusant, parce qu'en fait, De Gaulle, tout le monde le sait maintenant, enfin tous les gens qui travaillent un peu les sujets le savent, De Gaulle, les Américains ont effectivement voulu le dégommer plusieurs fois. Ils préféraient Pétain, on le sait, Roosevelt préférait Pétain, Darlan et Général Giraud à De Gaulle. Je veux dire, De Gaulle, c'était l'ennemi, quoi, très clairement, parce que De Gaulle voulait une France indépendante et les Américains veulent une France vassale. Mais De Gaulle nous a montré, il est bien gentil, Mitterrand, mais De Gaulle, il avait montré comment on résiste aux Américains, comment on fait en sorte d'être l'allié traditionnel des Américains. Je ne vois pas pourquoi on serait les ennemis des Américains, mais comment on fait en sorte d'être indépendant, d'avoir une bombe nucléaire. Vous savez, les Américains voulaient que la bombe nucléaire française, il y ait un bouton à Washington. Ils voulaient nous offrir une partie des secrets. Ils nous ont mis une pression monstrueuse pour que soit le vecteur, soit il y a un bouton à Washington qui nous empêche de le faire. La bombe nucléaire anglaise est comme ça. Ils n'ont pas leur maîtrise. Ça dépend de Washington. Ils ne peuvent pas tirer une bombe nucléaire si Washington n'appuie pas sur le bouton. Tout simplement, De Gaulle a résisté, c'est tout. Et puis les Américains se sont lassés. On a entendu récemment le président Trump dire ceci: l'UE est méchante avec nous car elle ne prend pas nos voitures ni nos produits agricoles, en pointant les 350 milliards de déficit commercial qu'il y a avec l'Europe. Donald Trump a annoncé 20% de droits de douane sur les produits importés d'Europe. Alors pour l'énergie, le marché européen de l'électricité, l'industrie, la politique écologique, c'est quoi l'avenir de l'Europe dans cette configuration ? En fait, Trump, il dit une chose. C'est vrai que l'Union européenne a un énorme excédent commercial avec les États-Unis. C'est normal, elle ne consomme pas intérieurement. L'Union européenne, c'est on fait baisser les salaires, on met la pression sur le peuple et on essaie d'exporter dans le monde entier. Ce qui n'est pas un modèle très intéressant pour personne. Donc Trump, il dit on va rééquilibrer. On veut juste un équilibre des balances commerciales, que notre industrie ne soit pas détruite par la vôtre. Voilà. Donc c'est ce qu'il dit. Alors l'Union européenne, là, c'est un gros problème parce que, en fait, l'Union européenne, elle est en train de se détruire avec le fait que l'empire bureaucratique a mis un prix de l'électricité complètement dingue. Bon, l'électricité est 2 fois trop chère en France, 3 fois trop chère, à cause du marché européen de l'électricité. Juste un truc bureaucratique. Elle est produite à 6 centimes, on la vend 25. On pourrait la vendre à 10 ou 12 centimes. Pareil pour le gaz. L'Union européenne a décidé de faire des sanctions à la Russie qui sont tournées contre elle, et le gaz est 5 fois plus cher en Europe qu'aux États-Unis ou en Chine. Évidemment qu'on ne peut pas survivre dans ces conditions-là, puisque l'économie, c'est de l'énergie transformée. Donc on a l'industrie qui s'effondre de plus en plus en Allemagne et dans toute l'Union européenne. Donc ça ne va pas bien se passer à ce niveau-là. Effectivement, ça va être très très compliqué. En plus, c'est un empire de normes, l'Union européenne. C'est un empire qui crée des normes sans cesse. J'entends beaucoup de gens qui parlent de surtransposition des normes françaises. Moi, je leur dirais, arrêtez d'être antipatriotes. La réalité, c'est qu'en fait, OK, il y a des choses, parfois, en France, un peu de surtransposition, mais le problème des normes, il est européen. Arrêtons de mentir aux gens. Moi, j'étais au Parlement européen, j'ai vu le nombre de normes que je votais. Je conseillais les députés, et Marine Le Pen notamment, pour voter les normes, mais c'était un casse-tête et d'une complexité sans nom. Une usine à gaz. C'est une usine à gaz, et on le voit sur le marché européen de l'électricité. Il y avait EDF, le producteur, et l'État. Maintenant, vous connaissez peut-être, et Lucide a fait un graphique où on montre maintenant il y a 50 acteurs avec des flèches dans tous les sens. Et donc, c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement coûteux, et ça pose des problèmes gigantesques à l'Europe. Ça va poser d'énormes problèmes à l'Allemagne, qui effectivement n'a pas augmenter sa demande intérieure et ses salaires et s'est contenté d'exporter vers le monde entier, quitte à affaiblir la France, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, Les etc. Américains vont aspirer encore plus toutes nos industries, vont attirer les cerveaux à eux. Oui, probablement. Je veux dire, dans l'IA, clairement, les cerveaux vont aller aux États-Unis puisque l'Union européenne est incapable de faire un plan sur l'IA qui marche. La France serait beaucoup plus capable. Dans les programmes de défense, c'est la même chose. L'Union européenne est incapable de faire des programmes de défense qui marchent alors que la France est capable de faire un Rafale qui marche en étant toute seule. Donc oui, les cerveaux vont partir aux États-Unis. Mais est-ce qu'on peut le regretter? Est-ce qu'on peut dire que c'est de la faute des Américains? Ça sera peut-être à nous de donner des conditions correctes aux cerveaux français, de ne pas être 50 fois plus payés aux États-Unis qu'en France, qu'en Europe, et puis de faire en sorte qu'il y ait un petit peu de croissance, un peu de prospérité, puis un petit peu d'envie dans nos pays, quoi. Alors que là, on est en phase de dépression. Philippe Murer, que proposent les Ursula von der Leyen, les Christine Lagarde? On nous a sorti le slogan méga pour copier les Américains, Make Europe Great Again. Est-ce que l'Europe a déjà été grande comme l'ont été les États-Unis? Qu'est-ce qu'elle propose, ces deux femmes? Make Europe Great Again, c'était avant l'Union européenne. Donc ça veut dire qu'ils nous parlent de la sortie de l'Union européenne, je pense. Parce que l'Europe était très forte quand il n'y avait pas d'Union européenne. L'Europe, d'ailleurs, pendant 1000 ans, c'était un espace
où il y avait des pays différents qui étaient en coopération, en compétition, et c'est comme ça que l'Europe était grande. C'est depuis que l'Europe est rigidifiée par l'Union européenne. Du temps d'Erasmus, l'homme, ça marchait très bien, et depuis le programme... Exactement. À l'époque, d'ailleurs, il y avait des échanges entre les universités en 1100, et c'était pas facile de voyager à l'époque entre toutes les universités. Sans faire une usine bureaucratique, ça marchait, quoi. Exactement, et c'est très intéressant, parce qu'en fait, par exemple, la création d'Oxford, elle suit la création de la Sorbonne en France, qui elle-même est une imitation de la création de la première université, je crois, à Bologne, en Italie. Vous voyez, il y avait une coopération, une compétition qui se faisait naturellement et qui rendait l'Europe puissante. Ce qui rend l'Europe faible, c'est justement cette Union européenne. Et les munitions, ils n'en ont aucune. Hein. Ils n'ont rien à faire parce que l'Europe, elle s'est basée sur la mondialisation économique. Son ADN, c'est la mondialisation économique. C'est déjà écrit dans le traité de Rome. On va faire une petite mondialisation au niveau des 6 pays, qui est passée à 27 pays, et puis on s'insère dans la mondialisation économique. Donc, si vous voulez, c'est à la fois une mondialisation à l'échelle du continent européen et une courroie de transmission de la mondialisation. Donc, l'Union européenne court vers la mondialisation économique. Von der Leyen, vous l'avez vu, elle signe des accords de libre-échange à tout va. Avec le Mercosur, on ne voit pas l'intérêt avec le Brésil, ça va détruire nos agriculteurs. Avec l'Azerbaïdjan... Oui, et puis exactement. Et puis dans Politico, donc un journal américain, il est expliqué que la Commission européenne voulait signer le maximum d'accords de libre-échange puisque Trump voulait faire l'inverse. C'est intelligent. Donc il court vers la mondialisation économique quand tous les autres se protègent et font de la démondialisation. Donc c'est la recette pour perdre. Moi je le dis, c'est la recette perdante. On va s'étouffer dans l'Union européenne. Donc les Français, ils ont deux choix. Sortir de l'Union européenne aujourd'hui et s'en sortir, ou alors se faire dépecer, être ruiné et sortir de l'Union européenne. Parce que de toute manière, ça ne va pas tenir. Au bout d'un moment, ça ne va pas tenir. Un espace qui produit des lois aussi folles, qui est en train de détruire les composantes. Voilà, c'est l'UE-RSS, c'est plus l'Union européenne, c'est l'UE-RSS, et tout ça part au désastre et à un moment donné nécessiterait loi, l'Union européenne sera détruite. Mais il vaudrait mieux sortir avant parce que les lois deviennent de plus en plus folles et ça fait de plus en plus mal au pays. On a vu la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, aller aux États-Unis au moment de l'investiture de Donald Trump, serrer la pince d'Elon Musk. Est-ce que c'est un modèle pour les autres nations européennes, cette femme, l'italienne ? En fait, alors Giorgia Meloni, c'est bien parce qu'elle parle haut, elle se bat contre le wokisme, elle se bat contre l'immigration tout en voulant faire venir de l'immigration légale. Un peu bizarre, son truc. Est-ce qu'elle fait au moins le job correctement à l'intérieur de son pays ? Franchement, moi je regarde les chiffres économiques. L'Italie, ça va pas bien économiquement du tout. Hein. Je veux dire, il faut regarder tous les chiffres. Il n'y a pas de croissance en Italie. Alors qu'en plus, ils ramassent le programme, vous savez, d'aide de l'Europe de 160 milliards vers l'Italie. Ils sont là-dedans. Ça va pas bien. L'Italie, c'est une baisse de la démographie. Ils ont perdu 2 millions d'habitants en 4 ans. L'Italie, c'est un pays qui va mal. Il y a eu un petit sursaut, là, récemment, mais il faut savoir que l'immigration continue à arriver avec Giorgia Meloni. Alors, c'est une formidable marketeuse. Elle est capable de vous dire que tout va bien et qu'elle réussit son programme. Franchement, quand vous regardez, l'économie va pas bien et les flux d'immigration, ils continuent à arriver à peu près à la même vitesse qu'au moment où elle est arrivée au pouvoir. Trump s'est également exprimé concernant l'OTAN. Il demande à ses alliés 5% du PIB en matière de défense. Cette défense européenne, est-ce que vous voyez un avenir pour ce projet qui est si souvent évoqué par le président Macron ? Alors la défense européenne aujourd'hui, c'est quoi ? C'est en fait, on fait des programmes en commun avec les Allemands. Les Allemands veulent piquer toute la technologie française, comme pour le Rafale, on s'engueule, et puis à la fin, les Allemands partent. Ou alors, on fait un programme avec les Allemands sur les drones, et les Allemands partent au milieu, où on n'arrive pas à les finir. Ce qui fait que, par exemple, on a le Rafale, on a un des meilleurs avions du monde, le Rafale, qu'on a été capable de faire tout seul. Dès qu'on fait des programmes européens, ça se passe mal. Ça se passe bien avec l'Angleterre, mais dès que c'est l'Allemagne qui est en jeu, et d'autres pays, et l'Union européenne, ça se passe mal. Et la France n'a pas de place dans les drones à cause de cela. Parce que la France a passé son temps à essayer de monter des programmes européens de drones, et donc ça ne fonctionne pas. Donc que la France fasse des programmes avec l'Angleterre ou en coopération restreinte, très bien, les programmes européens ça marche pas, ça finit par quoi ? Ça finit par l'achat de matériel américain, tout le temps comme ça. Ouais. D'ailleurs, le Rafale qui est le meilleur avion, bien meilleur que le F-35 qui lui tombe du ciel facilement et qui est un avion pas stable et qui ne fonctionne pas. Les Américains ont vendu le F-35 partout sur le continent, les Français ont à peine réussi à vendre des Rafales. Ils ont perdu d'ailleurs le marché contre la Suisse avec des pressions américaines gigantesques. Vous voyez, donc il y a un problème, quoi. Je veux dire, si l'Europe de la défense, c'est mettre de l'argent pour faire une défense commune et pour acheter des armes américaines, c'est ridicule. Et c'est ça depuis 20 ans. La France, en plus, c'est la seule qui a une armée correcte. Donc de toute manière, et une dissuasion nucléaire efficace. C'est la seule qui a une armée décente sur le continent. Donc elle n'a pas besoin de la protection des États-Unis.
Que la France soit alliée avec les États-Unis, pas de problème, elle n'a pas besoin. Enfin, tout ça, franchement, je pense que sur les 5%, en fait, l'OTAN, c'est un instrument de puissance des États-Unis. Trump n'est pas idiot. Il veut garder l'OTAN, il fait juste pression sur les Européens pour qu'ils payent eux-mêmes la domination américaine. Je pense que c'est ça. On imagine que les droits de douane américains à l'égard de l'Europe vont être ciblés secteur par secteur. Chaque État membre de l'Union européenne va donc devoir se défendre. J'imagine seule, l'Union européenne ne sera pas là pour gérer les intérêts de chacun. Donc comment l'Union européenne va-t-elle gérer les divisions déjà politiques? On voit avec l'AfD qui est en train de monter, mais maintenant avec les difficultés économiques qui arrivent. Qui arrivent et qui sont là depuis quelque temps, même pour l'Allemagne. Écoutez, oui, mais dis donc, oui, ça peut être ciblé secteur par secteur, c'est très possible pour les États-Unis. C'est ce qu'a annoncé Donald Trump. On ne va pas faire des droits de douane. On a des intérêts dans certains points d'industrie, on ne va pas taper indifféremment. Bien sûr, mais ceci dit, la décision sur le niveau des droits de douane, l'Union européenne, c'est une union douanière, où il y a 0 droit de douane à l'intérieur et les droits de douane sont harmonisés à l'extérieur. Ils sont très faits d'ailleurs à l'extérieur. Quasiment on en parlait avec Charles-Henri Gallois, je crois que c'est 2% et quelques. Exactement. Ouais, ils sont quasiment les plus bas du monde, avec les États-Unis qui ont un taux très bas mais qui remonte. Donc le libre-échange, en fait, c'est que contre nos intérêts, en fait, que ça marche. Exactement, et ça n'a pas fonctionné. Donc en fait, c'est quand même l'Union européenne qui va avoir la main. Et ça va discuter, alors c'est peut-être pas von der Leyen, mais ça va discuter en contre-gouvernement pour voir comment on fait. Et au bout d'un moment, c'est vrai que ça va être très compliqué de prendre des décisions et de défendre nos intérêts. Remarquons d'ailleurs que la France, qui n'a 0 excédent commercial avec les États-Unis, on est en léger déficit. Théoriquement, on aurait pu parler à Trump, si on est hors de l'Union européenne, en disant, vous voyez, on n'a pas besoin de mettre de droits de douane, on est équilibré entre nous au niveau commercial. Et ça aurait pu très bien se passer. Le problème, comme on est dans l'Union européenne, on va prendre des droits de douane comme tous les autres pays, parce que l'Allemagne a passé son temps à faire des excédents commerciaux. L'Italie aussi, d'ailleurs. La seule manière de croissance de l'Italie, puisqu'elle est en décroissance démographique et en baisse de la demande, c'est de faire monter les exportations. Ils ont un excédent assez important avec les États-Unis. Ils vont le payer là, quoi. Est-ce que c'est une réelle menace aujourd'hui, Donald Trump, pour ce qui se passe à Bruxelles, pour la bureaucratie bruxelloise ? Ils sont en train de préparer des choses, ils sont en train de la contre-offensive européenne, la méga, elle est où? Alors, ce qui est très compliqué pour eux... Il se passe quelque chose à Bruxelles? Non, alors, ce qui est très compliqué pour eux, c'est qu'eux, ils sont pour la mondialisation économique, c'est leur doctrine et ils n'en bougeront pas, ou alors très très difficilement et très mal. Et donc, Trump les prend à contre-pied, les BRICS aussi. On va vers un retour des nations. Donc l'Union européenne, elle doit résister au retour des nations, alors que l'Union européenne, en fait, a fait de la France et de l'Allemagne et de tous les autres pays européens des provinces d'un empire qui s'appelle l'empire bureaucratique européen. Donc c'est vrai que c'est très dur pour eux. C'est très compliqué. Après, Trump, est-ce qu'il va faire éclater l'Union européenne? Est-ce que c'est son intérêt? Pas forcément. C'est un outil, l'Union européenne, on le sait, c'est un outil quand même pour contrôler l'Europe, pour que tous les pays aillent dans le même sens. Donc il va jouer avec dessus. Mais c'est vrai que le fait qu'il défende la liberté d'expression et qu'il défende la nation américaine, ça donne un exemple très fort pour les Européens pour sortir. Mais il faut bien comprendre, il n'y a que le peuple français qui pourra se battre pour sortir de l'Union européenne. Hein. Il n'y a personne d'autre. Ça ne va pas arriver de façon magique parce que Trump est là par baguette magique. Il va falloir se battre pour le faire. Parce que le moment est très dangereux. C'était Cicéron qui disait plus un empire est proche de l'effondrement, plus les lois sont folles. Et donc plus tout s'effondre. Ben voilà, on est vraiment là-dedans. On est dans des lois complètement folles, tout s'effondre, il faut vite sortir avant que le ciel nous tombe sur la tête. On a vu aussi Donald Trump lancer une nouvelle politique de lutte contre l'immigration clandestine, notamment en renvoyant déjà les clandestins présents sur le sol américain dans leur pays. C'était le cas d'ailleurs avec le Venezuela. Est-ce que cette nouvelle politique migratoire américaine peut avoir une conséquence sur ce qui se passe en Europe, alors qu'on est, la France, en pleine crise avec l'Algérie? C'est clair que Trump, c'est une bonne question. Trump, il a montré qu'il a voulu renvoyer des Colombiens qui étaient immigrants illégaux aux États-Unis. J'ai dit le Venezuela, c'était la Colombie, excusez-moi. C'était la Colombie, je crois. Oui, il me semble. Ouais. Avec le Venezuela, ils ne se parlent pas carrément. Je pense que ça ne serait pas possible. Avec la Colombie. Et donc, le président colombien a dit non, il est hors de question qu'on laisse les avions américains rentrer chez vous. On ne va pas laisser ces ressortissants colombiens débarquer. De quel droit? On ne sait pas pourquoi. Les pays se permettent de ne pas reprendre leurs ressortissants.
C'est quand même très étonnant. L'Algérie le fait avec nous, et donc la Colombie voulait le faire avec les États-Unis. Comme Trump a la volonté politique, mais comme Trump aussi, et là je parle aux identitaires, il a les moyens de sa volonté politique, c'est-à-dire qu'il a la souveraineté nationale américaine. Il a dit quoi? J'augmente les droits de douane de 25% aujourd'hui, et ça sera 50% dans une semaine si vous ne reprenez pas vos ressortissants colombiens. 1 heure plus tard, c'était terminé. Ok, on est d'accord, le président colombien a dit on va envoyer l'avion présidentiel chercher les migrants que vous voulez renvoyer chez nous. Et donc tout était terminé et la chose. Donc ça montre une chose symboliquement aux Français, c'est que quand vous avez la volonté politique, Rotaillot là peut-être, mais que vous avez aussi les moyens de votre volonté politique, le droit de décider des droits de douane, qui n'est pas à la France, c'est l'Union européenne aujourd'hui, et tout un tas de choses, eh bien, vous pouvez renvoyer, si vous le voulez, les ressortissants algériens qui sont illégaux, qui sont hors la loi dans leur pays, et forcer l'Algérie à les accepter. Mais pour ça, il faut la volonté et les moyens de la volonté politique. La volonté et la sortie de l'Union européenne. Après, ça, je parle de rationalité, quoi. Si les gens sont rationnels, c'est ce qu'ils vont comprendre. Et symboliquement, ça met en difficulté, effectivement, tous ceux qui se cachent et qui ne veulent pas montrer la réalité des choses. On a vu les présidents russes et chinois, Poutine, Xi Jinping, en vidéoconférence, c'était le 24 janvier dernier, pour renouveler leur partenariat stratégique, une vidéoconférence plutôt d'ordre symbolique. Est-ce qu'on peut imaginer que ces deux pays, la Russie et la Chine, ainsi que tout leur groupe, les BRICS+, vont embrasser l'amorce que est en train de mettre en œuvre Donald Trump dans cette accélération de la mondialisation? Comment les BRICS vont gérer cette accélération de la démondialisation? Effectivement, ça veut dire que la démondialisation, ça veut dire que chaque pays s'occupe de ses intérêts. Donc je pense que c'est la volonté des BRICS de s'occuper de leurs intérêts. La Russie a très bien réussi, grâce aux sanctions, qui étaient une forme de protectionnisme, et ils ont très bien réussi à développer leurs économies. La Chine est... Donc je pense qu'ils vont continuer sur la même manière à gérer leurs intérêts de nation, très clairement. Après, les États-Unis, je veux dire, les BRICS, ils se sont créés parce que les États-Unis faisaient des guerres, prenaient des sanctions économiques extrêmement dures, et notamment celles contre la Russie, qui ont cimenté les BRICS. Et parce que les BRICS aussi n'avaient, malgré un poids économique et de puissance important, n'avaient pas accès au FMI, à la Banque mondiale, aux institutions internationales, au poids qu'ils le méritaient. Jacques Sapir en a parlé. Donc les BRICS ont une stratégie de continuer leur bonhomme de chemin. Trump a intérêt à ne pas braquer les BRICS, à ne pas être trop menaçant pour pas cimenter davantage les BRICS et à essayer au contraire de faire en sorte que les BRICS, ça reste une alliance relativement neutre, qu'ils ne passent pas à une monnaie alternative et qu'ils abandonnent pas le dollar. Voilà, donc c'est très compliqué, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que évidemment les Chinois n'ont pas confiance dans les Américains, les Russes non plus, et on sait très bien pourquoi ils n'ont pas confiance. Cependant, est-ce que Poutine a vraiment confiance dans la Chine à très long terme? Est-ce que Poutine est prêt à jeter... à donner son pouvoir à la Chine, à se mettre dans les mains de la Chine? Je pense que c'est pas si simple que ça. Donc ça va rester quelque chose de tangent et d'évolutif selon le temps. Face au défi Trump et au défi mondial, quelle devrait être la position de la France, selon vous, Philippe Murer, qui est, je le rappelle, cofondateur du mouvement politique citoyen? En fait, on le voit, rester dans l'Union européenne, c'est être à contresens de l'histoire du monde, c'est-à-dire qui retourne aux nations, c'est s'isoler, laisser détruire notre agriculture, notre industrie, notre économie, se laisser submerger au niveau migratoire. Et en plus, c'est avoir une caste qui est adoratrice de l'Union européenne et qui ne veut pas laisser les Français protester face au sort un peu misérable dans lequel nous sommes, et donc qui va censurer et faire de l'autoritarisme, voire du totalitarisme. La France a un autre choix, c'est sortir de l'Union européenne, revenir une nation indépendante, libre, prospère et fière d'elle-même. Voilà. La France, fondamentalement, elle doit rester l'allié des États-Unis et dialoguer avec les BRICS. Voilà, c'est ce que faisait De Gaulle dans les années 60, c'est-à-dire que nous étions l'allié des États-Unis, nous allions dialoguer avec la Russie, il y avait même des accords de coopération avec la Russie en pleine guerre froide pour aller vers la détente. Ou De Gaulle qui avait reconnu, le premier pays du monde qui avait reconnu la Chine comme pays qui devait être représenté à l'ONU. Et en fait, c'est un moyen très intéressant qui nous avait montré ce chemin. Ça permet d'être indépendant des États-Unis, de n'être pas vassalisé, de parler à tout le monde, d'être une voix pour la paix dans le monde. Et ça, c'est l'essence de la France. En fait, la France, elle doit redevenir cette nation. Est-ce que c'est la fin de la démocratie dite libérale, telle qu'on la connaît depuis une quarantaine d'années, où on voit quand même les dirigeants politiques et économiques
prendre les décisions inverses de l'intérêt commun. Il y a quand même une volonté de nuire aujourd'hui. Enfin, les Français s'en rendent compte. Au nom du bien, parce qu'eux, ils ont une vision, de l'histoire post-nationale. Ils veulent détruire les nations, ils ne le disent pas. Ils ont une vision post-nationale, très clairement. Et ils disent, on le fait pour le bien, on crée l'Union européenne, alors que l'Union européenne est en train de nous massacrer. Les petites et moyennes entreprises qui sont le fer de lance de l'économie française, on leur fout des bâtons dans les roues depuis des années, et au profit de grandes entreprises. C'est pareil dans transnationales ou même nationales. Bien sûr, et c'est pareil dans toute l'Union européenne. Mais les Français, ils sont un peuple qui a été maltraité depuis 40 ans, martyrisé. C'est-à-dire que depuis 40 ans, on va à l'inverse de ce qu'ils veulent, les Français. Par exemple, on peut dire, il y a une submersion migratoire de plus en plus importante. Et quand les Français disent non, mais on a du mal dans nos quartiers à vivre avec ces gens-là parce qu'il n'y a pas la même culture, etc., il y a des problèmes de sécurité. On leur dit, mais non, mais c'est pas de la faute de la personne qu'on a fait venir, c'est la faute de toi, Français. C'est toujours l'inversion accusatoire. C'est-à-dire quand la case se plante, en fait, et un programme qui ne fonctionne pas, elle va accuser le Français. C'est de la faute du Français et pas du gouvernant. Pareil, sur l'économie, ils ont mis des millions de gens au chômage ou des millions de gens avec des salaires extrêmement réduits où les gens s'en sortent pas. Que fait la caste ? Elle balance des coups de LBD sur les gilets jaunes qui osent protester. Ou elle accuse les Français mais faites comme les Anglais, prenez des contrats avec 0 heure garantie. Voilà, faites du libéralisme au maximum. Donc, et elle fait pire que ça, elle a coupé symboliquement le lien des Français avec la nation. En fait, ça fait 50 ans que Valéry Giscard d'Estaing a commencé à dire « la France est trop petite, nous ne pouvons pas nous en sortir seuls dans le monde ». Puis, la France est coupable. Ça a été, oui, nous sommes coupables de Vichy, donc on a repris tous les crimes nazis pour les Français. Et puis Mitterrand qui nous a fait, la France c'est notre passé, grosso modo, et l'Union européenne notre avenir. En fait, qu'ont-ils fait ? Ils ont voulu couper le lien et dire, n'aimez plus la France, c'est l'Union européenne que vous devez adorer maintenant. Et en faisant ça, ils ont fait un crime symbolique terrible, ils ont trahi, puisque les Français maintenant même rejettent la France. Or, il y a une partie des Français. Alors les Français, il faut aimer son pays, parce que son pays, c'est la seule protection. Donc moi, ce que je dis, c'est que seul le peuple français peut sauver la France en virant tous ces gens et en sortant de l'Union européenne. La nécessité fera loi à un moment donné, je le pense. En tout cas, c'est ce qu'on travaille au mouvement politique citoyen, de trouver tous les moyens et toutes les solutions pour redresser le pays, très clairement. Qu'est-ce que vous en pensez rapidement, ce sera ma dernière question, Philippe Murer, de ces élections législatives en Allemagne à la fin du mois de février? Est-ce qu'on peut imaginer un salut des Européens par l'Allemagne? C'est une question un peu provocatrice, mais alors, ça ne vous inspire pas ce modèle AfD? C'était le RN des années 2014-2017 quand j'étais avec Marine Le Pen parce qu'elle défendait la souveraineté nationale et sortie de l'UE. Voilà, tout simplement. Bon, après, c'est 23-24%. S'ils arrivent à gagner les élections, tant mieux, mais je pense qu'ils n'y arriveront pas. Malheureusement, ils sont encore très loin, mais c'est une bonne chose. Ça émerge aussi en Allemagne. Voilà, si vous voulez, c'est... De toute manière, seul le peuple français pourra sauver la France et de se défendre lui-même. Bien sûr qu'on peut profiter du moment que Trump est au pouvoir et du retour des nations, c'est très favorable aux patriotes. Mais il faut s'organiser. À tous les souverainistes français, il faut s'organiser pour sortir de l'Union européenne. Sinon, on va continuer à se faire laminer sur l'agriculture, accord avec le Mercosur, laminer les petites entreprises, prix de l'électricité, du gaz complètement dingue, laminer l'économie. Et à la fin, les gens n'arrivent plus à se soigner, à manger correctement, etc. Donc les maîtres mots pour demain, c'est État stratège, fabriqué en France, protectionnisme intelligent. Voilà. Pour retrouver un niveau de vie qui soit bon et pour retrouver une puissance économique française. Parce que la puissance, elle se base d'abord sur la puissance économique. C'est comme ça qu'on pourra aussi rayonner dans le monde. Merci Philippe Murer d'avoir été notre invité. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite après cet entretien, vous pouvez retrouver la chronique économique et financière de Philippe Béchat. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Salut. Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité économique et géopolitique en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que je vais intituler « Bayrou se précipite vers l'immobilisme budgétaire ». Ouais, quel contraste entre l'Amérique de Trump
où ça part un peu dans tous les sens, mais au moins on sent une énergie, une impulsion, et puis des décisions quand même majeures, pas seulement concernant l'immigration, les taxes ou les non-taxes pour l'instant de la Chine et des importations venues d'Europe. Non, Donald Trump envisage ni plus ni moins que de supprimer l'impôt sur le revenu aux États-Unis, expliquant qu'à la fin du 19e siècle, cet impôt n'existait pas. D'ailleurs, il n'existait pas davantage en France. Il fut inventé en 1913. Et les recettes fiscales des États-Unis, jusqu'à la fin du 19e, étaient essentiellement assises justement sur les droits de douane. Et ainsi, Trump pense que la disparition de l'impôt sur le revenu pourrait être compensée par des taxes à l'importation et puis par les recettes assises sur des équivalents de TVA. En France, on a des déficits et plus on prend d'argent aux contribuables, aux entreprises et à celles également qui importent chez nous, eh bien, plus on creuse les déficits. La France, c'est un petit peu comme une espèce de tonneau dans lequel on aurait tiré une rafale de mitraillettes. Alors il suffirait de prendre des bouchons pour combler les trous et arrêter les fuites, mais non. En France, on décide qu'il faut rajouter des seaux, remplir le tonneau à un rythme toujours plus rapide parce que si on ne rebouche pas les trous, petit à petit, ils finissent par s'agrandir. Alors quels sont ces trous en France ? Eh bien, le plus souvent, il s'agit de dépenses inutiles et opaques. Et je pense notamment à toutes ces agences, ces cabinets de réflexion, ces comités Théodule et les ONG qui se voient abreuvés de fonds dont on discute rarement le bien fondé. Et je pense surtout à ces fameuses agences nationales, à ces comités qui sont composés de personnes grassement rémunérées et dont on ne voit jamais les rapports, qui produisent peut-être des recommandations qui ne sont jamais suivies des faits. Donc, en fait, on paye très très cher de la matière grise dont on ne voit pas la couleur. Alors qu'aux États-Unis, cette matière grise, ça devient des champions des réseaux sociaux, ça devient des fabricants de puces haut de gamme, ça devient évidemment des concepteurs de moteurs de recherche et d'intelligence artificielle. En France, lorsqu'on a une intelligence pas artificielle, vous pouvez être à peu près certain que sorti de l'école d'ingénieur ou de polytechnique, ça va filer en Californie pour tout ce qui concerne l'électronique et probablement à Singapour ou aux Émirats pour créer une entreprise si ça a une vocation commerciale. En réalité, en France, à force de ponctionner systématiquement ceux qui réussissent, on finit bien sûr par chasser tous les talents. Et là, on vient d'assister à un coup de gueule tout à fait rarissime de Bernard Arnault, qui ne s'exprime jamais en public, sauf peut-être une fois par décennie, et qui là a pensé qu'il était nécessaire d'envoyer un avertissement alors à Emmanuel Macron, et Dieu sait pourtant que Bernard Arnault a beaucoup fait pour Emmanuel Macron. Donc là, la surtaxation des entreprises de 25 à 40%, ça ne passe pas. Et Éric Lombard et François Bayrou vont certainement devoir faire machine arrière sur ce projet de surtaxation des entreprises qui font plus de 3 milliards de profits. Parce que là, en fait, oui, c'est pas seulement taxer le Made in France, ça veut dire en fait taxer ceux qui sont rigoureux, compétents, compétitifs, bref, comme d'habitude, on taxe la réussite
Et on ne retire jamais les fonds destinés à des gens dont on se demande bien ce qu'ils apportent à notre rayonnement économique. Donc, je répète, toutes ces fameuses agences et comités Théodule, sans parler bien sûr de tous ces cabinets conseils américains qui devraient aujourd'hui être remplacés par l'élite sortie de l'ENA. Sauf que quand vous sortez de l'ENA, en fait, vous êtes moulé pour devenir un haut fonctionnaire. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo.